savez tous ou pas, mais le brevet des collèges arrive très bientôt. Et du coup, je vous propose pour les quelques jours qui nous restent avant l'arrivée du brevet, c'est-à-dire sur ces 3 semaines à venir, de proposer un format avec une vidéo par jour sous la forme de un jour, une révision. Donc j'espère que ces petites vidéos vont vous aider pour pouvoir réviser le brevet d'histoire, géo et de MC. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi la Première Guerre mondiale est une guerre totale. Une guerre totale, c'est une guerre qui va mobiliser l'ensemble de la société pour pouvoir contribuer à l'effort de guerre. Ça va d'abord passer par une mobilisation humaine. On va mobiliser les soldats qui vont aller combattre dans les tranchées. On va ensuite mobiliser les femmes qui vont se retrouver à l'usine pour fabriquer notamment des obus, mais aussi par exemple pour les enfants qui vont écrire des lettres pour pouvoir soutenir le moral des poilus. Et les poilus, c'est les soldats. Ensuite, on va avoir une mobilisation qui est économique puisque toute l'économie va être tournée vers l'effort de guerre. Par exemple, les usines vont s'adapter avec la transformation en usines d'obus, de chars, d'avions, pour pouvoir justement contribuer à la guerre. Une mobilisation aussi financière, puisqu'on va demander aux gens de contribuer en donnant leur or pour la France, afin de soutenir justement les combattants. Et une mobilisation qu'on va appeler culturelle, puisqu'on va avoir un usage massif de la propagande, afin de pouvoir justement montrer que nos soldats sont des fiers héros, alors que les autres, ce sont les méchants. Et par contre, c'est différent d'une guerre mondiale, qui est là le fait que cette guerre implique tous les pays du monde. Aujourd'hui, on parle de la guerre dans les tranchées. Les tranchées, qu'est-ce que c'est? Ce sont des trous qui sont creusés dans le sol et qui vont faire partie de ce qu'on appelle la guerre de position ou guerre des tranchées. Mouvement, c'est le fait qu'on bouge. Position, c'est le fait qu'on se positionne dans ces tranchées avec au milieu un no man's land qui est la zone de combat. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que les soldats, du coup, vivent et combattent dans ces tranchées. Il y a des moments de combat extrêmement violents puisqu'on va tester plein de nouvelles armes, notamment les obus, mais aussi par exemple les gaz, notamment le gaz moutarde. Il y a bien sûr les tâches quotidiennes, mais les soldats vont aussi, du coup, pouvoir avoir par exemple accès au théâtre des armées ou graver par exemple des obus pour pouvoir se distraire. La bataille généralement qu'on vous demande de connaître, c'est la bataille de Verdun qui débute en février 1916 et qui se termine en décembre 1916. Il y a eu plus d'1 million de décès, aussi bien français que allemands, et on a une violence massive, aussi bien au niveau physique, qui va contribuer à créer ce qu'on appelle les gueules cassées, mais aussi les gens qui ont été tout simplement blessés, mais aussi des blessures traumatiques, puisqu'il y en a qui vont avoir énormément de blessures psychologiques. Aujourd'hui, on parle de la Seconde Guerre mondiale qui débute avec l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939 par Hitler. 2 alliances s'étaient formées, d'un côté les Français, les Américains et le Royaume-Uni, et de l'autre côté l'Axe avec l'Allemagne, l'Italie, le Japon, mais également du coup l'URSS qui avait signé un pacte de non-agression. Cette Seconde Guerre mondiale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va être le théâtre d'une violence massive. Cette violence, elle va aussi bien se voir sur le terrain militaire, par exemple avec la bataille de Stalingrad, lors du moment où on va rompre le pacte germano-soviétique, mais elle va se voir aussi avec l'extermination programmée de tout un peuple, puisqu'il va y avoir le génocide de la population juive. Je rappelle qu'un génocide, c'est du coup une extermination programmée par l'État, qui donc de manière massive par les nazis, qui vont déporter en masse des populations juives qu'ils avaient d'abord enfermées dans des ghettos, puis emmenées dans les camps de concentration ou les centres de mise à mort avec les chambres à gaz. Cette Seconde Guerre mondiale, elle se conclura avec les débarquements de 1944 et avec la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Aujourd'hui, on va parler du cas de la France durant la Seconde Guerre mondiale. La France est entrée en conflit contre l'Allemagne en 1939, mais il y a eu ce qu'on appelle la drôle de guerre et en gros, il ne s'est absolument rien passé pendant un an. En 1940, la France est attaquée par l'Allemagne et elle perd. À ce moment-là, on se scinde en 2 camps. D'un côté, le général de Gaulle qui va partir à Londres faire un appel à la résistance, et de l'autre, Pétain qui devient le nouveau chef du gouvernement. Pétain va créer le régime de Vichy, qui est un régime qui est collaborationniste et antisémite. Il va collaborer avec Hitler, notamment au sein du STO, en envoyant des travailleurs en Allemagne, mais également en livrant des juifs, par exemple lors de la rafle du Veldiv. Cette France de Vichy, elle va être occupée au nord par les Allemands, et au sud, il y a une zone qui s'appelle la zone libre, mais qui est en fait sous le contrôle de Vichy. De son côté, le général de Gaulle va coordonner les actions de la résistance depuis l'étranger dans les colonies, pour pouvoir préparer les différents débarquements de Normandie et de Provence, et il va y avoir aussi une résistance au sein même du territoire, puisque de Gaulle va renvoyer Jean Moulin pour coordonner ses actions, afin de récupérer des armes et de pouvoir aider les Alliés lorsqu'ils arrivent sur le territoire pour le libérer. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre froide. La guerre froide, c'est un affrontement indirect qui s'est joué entre les États-Unis et leurs alliés et l'URSS et leurs alliés. On a d'un côté les États-Unis qui ont une doctrine capitaliste et libéraliste et qui est un régime démocratique qui fait face à l'URSS dont la doctrine est le communisme, c'est-à-dire la mise en commun de tous les biens et l'absence de propriété privée.
Ces deux pays vont s'affronter entre 1947 et 1991 par tous les moyens possibles. Déjà dans des guerres, par exemple la guerre de Corée. Aussi, lors d'affrontements où le monde craint qu'ils utilisent l'arme nucléaire, comme lors de la crise des missiles à Cuba. Il y a aussi un usage massif de la propagande puisque chaque pays veut faire comprendre à sa population que c'est l'autre le méchant. Par exemple, les Marvel, qui sont utilisés pour montrer les super-héros qui sont les Américains et les méchants russes. Et le symbole de cette guerre, c'est bien le mur de Berlin puisque l'Allemagne est coupée en deux entre la RFA et la RDA. Et Berlin, la capitale de l'Allemagne, va se retrouver scindée à partir de 1961 avec un mur qui va séparer des familles jusqu'en 1989. Donc la guerre froide, c'est juste deux pays qui ne s'entendent pas, qui jouent à se faire la guerre en se menaçant avec l'arme nucléaire. Aujourd'hui, on va parler décolonisation. Il faut savoir que lors du 19e siècle, les Européens ont colonisé l'Afrique, c'est-à-dire qu'ils se sont appropriés des territoires et ils ont mis en place là-bas des colonies. Mais après la Seconde Guerre mondiale, on va revendiquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et du coup, les colonies vont commencer à demander massivement leur indépendance. Il va y avoir deux types d'indépendance, c'est-à-dire que certaines colonies vont demander et le pays qui les contrôlait va dire d'accord et va accompagner l'indépendance. Ça va être par exemple le cas de l'Inde pour le Royaume-Uni ou encore le cas du Maroc et de la Tunisie pour la France. Mais malheureusement, il y a des décolonisations qui vont pas forcément très bien se passer. Par exemple, lorsque l'Algérie va demander son indépendance, la France va dire non, ce qui va occasionner du coup une guerre entre les deux pays, même si la France a encore du mal à parler de guerre. Ou encore avec l'Indochine, qui aujourd'hui ne s'appelle plus Indochine, où il y a eu du coup une guerre entre l'Indochine et la France. Et à partir du moment où ces colonies récupèrent leur indépendance, eh bien là, il va falloir qu'ils trouvent une façon de pouvoir essayer de s'imposer à l'international. C'est pour ça qu'on les appelle le tiers-monde. Aujourd'hui, on va parler de l'instauration de la 4e et de la 5e République. La 4e République, elle va être créée en 1946 et elle succède au Conseil national de la résistance qui avait du coup mis en place tout un programme après la libération et qui avait refondé les institutions. Cette 4e République, elle n'a pas duré longtemps, elle a duré de 1946 jusqu'en 1958. C'est une république qui était principalement parlementaire, puisque le pouvoir était plutôt entre les mains du coup des députés, parce que on craignait qu'il y ait un pouvoir présidentiel beaucoup trop fort. Et elle va prendre fin avec la guerre d'Algérie, où on va rappeler le général de Gaulle, qui va demander à ce qu'on change la constitution, puisque lui voulait un pouvoir présidentiel qui était fort. La 5e République commence donc en 1958 et pour le moment, elle n'est pas encore terminée, puisque le premier président, c'est Charles de Gaulle et pour le moment, notre dernier président, c'est Emmanuel Macron. Ce qu'il faut retenir avec cette 5e République, c'est qu'on a un pouvoir présidentiel qui est fort, une élection qui est faite directement du peuple jusqu'au président et que malgré les crises, pour le moment, elle a quand même bien fonctionné. Aujourd'hui, on va parler de la place de la France dans la mondialisation. Il faut savoir qu'il y a deux façons d'avoir de l'influence. Il y a le hard power, c'est-à-dire principalement par la géopolitique, la politique et le militaire, et il y a le soft power, qui est là plutôt une influence qui est douce. La France, elle est quand même assez importante au niveau du hard power, puisque même si à côté des Russes, des Chinois et des États-Unis, forcément, notre côté militaire est un petit peu réduit, pour autant, nous possédons 300 ogives nucléaires, nous avons aussi un merveilleux sous-marin, propulsion nucléaire, et nous avons le porte-avions Charles de Gaulle. Nous avons aussi un siège permanent à l'ONU, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et au niveau du soft power, nous avons aussi une influence économique, puisque mine de rien, on est quand même la première destination touristique du monde, on a des entreprises de portée internationale, telles que Total ou L'Oréal, et au niveau culturel, on reste quand même la capitale de la gastronomie, de la mode, avec la Fashion Week, et il y a même des pays qui reproduisent la Tour Eiffel, genre... comme à Las Vegas, par exemple. Je vous rassure, cette vidéo n'était pas du tout chauvin. Aujourd'hui, on va parler des espaces productifs. Il existe 3 types d'espaces productifs. Agricoles, industriels et de services. Ces 3 types fonctionnent un petit peu en interconnexion. Par exemple, si vous avez besoin de fabriquer une bouteille de lait, vous allez avoir besoin de l'espace agricole qui va produire le lait avec les vaches et le champ. Puis ensuite, vous allez avoir l'espace industriel qui va du coup mettre en bouteille le lait et le stériliser et ajouter des conservateurs. Et vous allez avoir ensuite l'espace de service avec le côté marketing, vente, mise en rayon et tout le côté commercial. Aujourd'hui, le secteur qui emploie le plus de personnes, c'est celui des services, puisqu'on va le trouver majoritairement dans les villes. Après, vous avez le secteur industriel qui est à hauteur de 20%, puis le secteur agricole qui, lui, du coup, avec la mécanisation, tombe plutôt aux alentours de 4%. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces services sont dépendants les uns des autres, qu'ils s'insèrent dans la mondialisation et qu'ils contribuent à l'économie de la France. Aujourd'hui, on va parler des aires urbaines. Déjà, dans le mot aire urbaine, il y a le mot urbain qui signifie la ville. Donc merci de m'éliminer tout ce qui est campagne déjà.
Il faut savoir qu'il y a plusieurs aires urbaines en France et on vous demande au moins d'en connaître une dizaine pour le brevet. Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg. Chacune de ces aires urbaines va avoir une influence sur un ou plusieurs territoires et c'est ce qu'on appelle le phénomène de métropolisation, c'est-à-dire que ces espaces urbains attirent beaucoup de personnes. Le problème, c'est que vivre dans la ville-centre, ça coûte très cher. Et du coup, on va avoir un étalement urbain qui va s'opérer autour d'une ville-centre. L'aire urbaine, c'est donc la ville-centre, autour de laquelle on va trouver la banlieue, puis l'espace périurbain, qui se caractérise par une alternance entre du bâti et de la nature, et qui va entretenir des liens réguliers avec la ville-centre, et ça, c'est ce qu'on appelle les migrations pendulaires. L'avantage de vivre dans un espace périurbain, c'est que les loyers sont plus attractifs, il y a la nature, mais le désavantage, ce sont les embouteillages et la pollution urbaine qui arrive sur les espaces naturels. Et pour le brevet, il faut savoir faire ce schéma en respectant le code couleur. Merci! Aujourd'hui, nous allons parler de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une association de plusieurs pays qui appartiennent à l'Europe. Il y en a actuellement 27. Il y en avait 28 jusqu'au Brexit et la sortie du coup du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ces 27 pays de l'Union européenne sont à connaître et à savoir placer sur des cartes, je tiens à le préciser. Au départ, l'Union européenne, c'était la CEE, la Communauté économique européenne, où on mettait en commun l'économie avec le but de faciliter les transactions économiques et d'avoir un marché commun de libre circulation, auquel s'est ajouté du coup une circulation à la fois des biens mais aussi des personnes avec la création de l'espace Schengen, de libre circulation. Et depuis 1993, ce n'est plus seulement économique, mais aussi politique, puisqu'on a des institutions, par exemple le Parlement qui est à Strasbourg, ou la Banque Centrale Européenne qui est à Francfort. Et il y a également eu la création de la citoyenneté européenne. Malheureusement, tous les pays de l'Union n'appliquent pas toutes les mêmes directives, puisque par exemple, tous les pays de l'Union Européenne ne sont pas dans l'espace Schengen, ou tous les pays de l'Union Européenne n'ont pas l'euro. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que leur but, c'était quand même de travailler ensemble. Aujourd'hui, on va parler de l'aménagement du territoire. L'objectif de l'aménagement du territoire, c'est de pouvoir réduire des inégalités et de les compenser en proposant quelque chose à un espace. C'est le cas par exemple de quartiers ciblés politiques de la ville où on a beaucoup de problématiques qui sont dans ces quartiers urbains, ou ça va être le cas par exemple de territoires ruraux isolés où il va manquer de médecins et on va aménager des maisons de la santé pour essayer d'attirer des médecins. Ceux qui interviennent sur l'aménagement du territoire, c'est ce qu'on appelle des acteurs qui n'ont rien à voir avec les acteurs de cinéma. Ça va être des acteurs soit privés, type entreprise, ou acteurs publics, par exemple l'État, la région, le département ou les communes. Évidemment, quand on aménage un espace, parfois ça plaît, parfois ça ne plaît pas et ça peut soulever des conflits. C'était le cas par exemple à Notre-Dame-des-Landes, où on avait voulu créer un aéroport à côté de Nantes et du coup, il y a des gens qui s'étaient mis à occuper la zone parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, on va parler des DROM-COM. Les DROM, ce sont les départements et régions d'outre-mer et les COM sont les collectivités d'outre-mer. Les DROM, ils ont les mêmes lois qu'en métropole française, tandis que les COM vont avoir une plus grande autonomie dans certains secteurs. Ces espaces d'outre-mer ou ultramarins sont situés très loin de la métropole française et ils vont bénéficier de subventions d'État pour compenser cet isolement et cette insularité. Au niveau des DROM, on va avoir la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte par exemple. Au niveau des COM, on va retrouver Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon ou Saint-Barthélemy. Dans ces espaces, il y a souvent des risques, notamment au niveau climatique, donc ils sont sujets aux tornades, aux cyclones, aux volcans et compagnie à cause du coup du territoire. Et une des raisons pour laquelle la France conserve ses territoires ultramarins, c'est parce que ça permet d'augmenter sa ZEE, sa zone économique exclusive, et grâce à ça, on a la deuxième plus grande surface maritime du monde. Aujourd'hui, on va parler citoyenneté et nationalité. Il y a 4 façons d'obtenir la nationalité française. Par le sang, c'est-à-dire un de nos parents est français. Par le sol, on est né sur le territoire français. Par naturalisation, c'est-à-dire qu'on a demandé, après un certain temps passé sur le territoire. Ou par mariage. Une fois qu'on a obtenu la nationalité, on obtient la citoyenneté française qui donne du coup des droits et des devoirs. Et comme la France fait partie de l'Union européenne, on devient aussi citoyen de l'Union européenne. Au niveau des droits, on a le droit d'expression, le droit d'avoir une vie privée, le droit à l'éducation, le droit de travailler. Et au niveau des devoirs, on va avoir le devoir de payer ses impôts et de respecter la loi. On peut être un citoyen actif, par exemple en allant voter lors des élections ou en s'investissant dans des associations, ou on peut être juste un citoyen qui bénéficie de sa citoyenneté tranquille. Ce qu'on appelle un citoyen passif. Voilà, et ça c'est de l'UMC. Aujourd'hui, on va parler des institutions républicaines. La France est une république laïque, démocratique, indivisible et sociale qui a pour devise liberté, égalité, fraternité et pour drapeau, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Notre État est un système démocratique garanti par une république, c'est-à-dire que la population va transmettre ses pouvoirs à des personnes qui sont élues lors d'élections présidentielles, municipales, législatives.
Les trois pouvoirs sont séparés pour éviter qu'une seule personne les concentre. Le pouvoir exécutif est détenu par le président et son gouvernement, notamment les ministres. Le pouvoir législatif est détenu par le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat qui votent les lois. Et le pouvoir judiciaire est détenu par les tribunaux. Ce qui fait qu'on est bien dans une démocratie, c'est qu'on a une pluralité des partis, ce qui permet une diversité d'opinions et des débats. C'est quoi la défense nationale? Il existe 3 corps d'armée, à savoir l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace et la marine, auquel on peut rajouter éventuellement la gendarmerie, mais qui est chapeautée par le ministère de l'Intérieur, alors que les 3 corps d'armée sont chapeautés par le ministère des Armées. L'armée a pour objectif d'assurer la sécurité des citoyens et du territoire, aussi bien sur le territoire national que dans les Outre-mer. Et il y a aussi tout un pan sur la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui le numérique c'est vraiment un truc très important. Comme vous le savez sans doute, le service militaire n'existe plus depuis les années 90 et il a été remplacé par la journée de défense citoyenne, la JDC, durant laquelle on apprend plein de valeurs citoyennes, également tout ce qui concerne le secourisme. Et si on a envie de s'engager, on peut le faire dans le service civique ou lors du SNU, c'est le service national universel. Au-delà du côté sécuritaire, l'armée elle est aussi là pour pouvoir aider les citoyens. Par exemple, lors du Covid, on a vu qu'elle était venue renforcer les hôpitaux en créant des hôpitaux militaires. Et dans le contexte actuel, c'est peut-être pas mal d'être défendu quand même.